Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur ILTV pour un nouveau numéro du magazine Agglo et vous. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble le sommaire de cette édition du 3 novembre. Nous partirons tout d'abord à la découverte du courant de la Motte, un petit cours d'eau pour lequel l'Agglo Hénin-Carvin a consenti un investissement important. Explication dans ce magazine. Du côté des 4 déchetteries du territoire, l'actualité est très chargée avec de nouveaux horaires et une nouvelle organisation. Le développement de l'économie sociale et solidaire fait partie des enjeux majeurs des prochaines années. Nous le verrons au travers du dernier After Work de l'agglomération. Une agglo qui finance de nombreux projets et équipements, comme par exemple le futur centre culturel de Libercourt ou la salle de l'abbaye à Hénin-Beaumont. Et puis, avec nos invités de la semaine, Christian Musial et Gaëtan Grimbert, nous reviendrons sur les 10 ans d'Aquaterra et la campagne Foyer Zéro Déchet. On débute donc ce magazine par la compétence eau et assainissement de l'Agglo Hénin-Carvin. Et je vous propose de découvrir le courant de la Motte qui fait l'objet de toutes les attentions depuis plusieurs mois. Explication en images. Deux dossiers d'envergure mobilisent particulièrement les services assainissement et infrastructures de l'Agglo Hénin-Carvin depuis plus de 12 mois. Deux dossiers en un finalement, puisqu'au cœur de l'opération se trouve le courant de la Motte. À l'origine, le courant de la Motte prend sa source sur Austricourt. Depuis, de différentes choses sont arrivées, différents cours d'eau l'alimentent maintenant. On a des eaux qui viennent de Libercourt, on a des eaux qui viennent, alors ce sont des eaux de pluie qu'on ne peut plus rejeter et qu'on ne devait pas rejeter dans les réseaux d'assainissement, mais qui étaient dans ces réseaux d'assainissement et qui reviennent aujourd'hui à la nature. L'enjeu est donc de déconnecter les eaux claires parasites du réseau d'assainissement des eaux usées en les transférant vers la Deule. Pour acheminer les eaux de ruissellement depuis Austricourt, un barreau pluvial a été réalisé avec une traversée en surface sur Libercourt et canalisée sur Oigny. L'ensemble rejoint ainsi le courant de la Motte. Grâce au recalibrage et au curage des fossés, mais aussi à la renaturation du cours d'eau, il chemine jusqu'à l'entrée du site de Delta 3. C'est là que se trouve aujourd'hui le chantier le plus spectaculaire de l'opération. On est ici devant un tampon qui permet de stocker toutes ces eaux qui vont venir naturellement se déverser. Alors ce tampon est là pour pouvoir contenir des crues centenales. Les pompes que vous voyez à côté sont prévues pour rejeter ce débit d'eau régulé dans la Deule suivant les consignes des voies navigables. Cette zone d'expansion de crue de 12 500 m3 va ainsi permettre une gestion hydraulique cohérente et au courant de la Motte de retrouver sa connexion historique avec le canal de la Deule. L'opération s'accompagne également d'un aménagement paysager et environnemental avec une zone de détente et un parcours pédagogique et éducatif pour les enfants. Au total, ce sont près de 8 millions d'euros investis par l'agglomération. Tous ces travaux d'ampleur, bien sûr, ont nécessité un budget conséquent qui, de toute façon, était quelque part obligatoire, mais qui va redonner une vie à toute cette nature qui nous environne. Et je pense que ce n'est qu'un bien. La fin de ce chantier hors norme est prévue pour le mois de mars 2024. Depuis le 4 septembre dernier, les 4 déchetteries du territoire proposent de nouveaux horaires plus adaptés aux usages des habitants du territoire. Mais au-delà de cette évolution, c'est toute une organisation qui a été revue suite à la reprise en régie par l'Agglo Hénin-Carvin. Reportage signé Sébastien Zanchetta. Plus besoin de vous poser 1000 questions pour savoir si votre déchetterie est ouverte. Désormais et tout au long de l'année, voilà ce que vous devez retenir. C'est ouvert pendant la pause déjeuner, donc de 9h jusqu'à 18h45 tous les jours, sauf le mardi sur Hénin et Carvin et le jeudi sur Hénin-Malmaison et Courrières. Mais cette simplification horaire n'est pas la seule évolution que vous constaterez en vous rendant dans votre déchetterie. Les modalités d'accueil, d'accompagnement sur les hauts de quai et la signalétique ont été entièrement repensées depuis la reprise en régie des 4 déchetteries par l'Agglo Hénin-Carvin en mai 2023.
Il y a un haut niveau de qualité de service qui est proposé sur le territoire et notamment à travers des déchetteries. Alors c'est vrai que les déchetteries doivent être accueillantes, mais c'est aussi un maillon essentiel de la valorisation. Il faut savoir bien traiter les déchets aussi et donc bien les trier aussi au niveau des déchetteries. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité vouloir reprendre la main pour avoir des agents qui devenaient en fait compte les premiers ambassadeurs du bon geste sur les hauts de quai, qui allaient communiquer, qui allaient transmettre des messages. Parce que là aussi, évidemment, près des bennes de tri au niveau des déchetteries, il y a des enjeux. Quand on se trompe, ça peut vite coûter cher. Comme elle l'a fait pour la collecte des ordures ménagères, l'agglo Hénin-Carvin a mis les moyens humains et financiers pour mener à bien ce projet de reprise en régie. On a fait des embauches, on a repris le personnel de chez Suez et on a rembauché une dizaine de personnes. Formé au métier d'agent de déchetterie en 2019 par l'AIFE de Montigny-en-Goël, Christophe Duda a d'abord été intérimaire pour la société Suez. Il est aujourd'hui salarié de l'agglo Hénin-Carvin. Je suis positionné sur le site de Hénin-Beaumont pour assurer le bon fonctionnement de la déchetterie, à savoir la gestion des bennes, des usagers. La première chose, c'est d'identifier les déchets qu'il amène. On oriente l'usager selon les déchets qu'il a pour les mettre dans les bennes. Et dans la journée, on procède aux commandes de bennes pour le lendemain, puisqu'il y a des enlèvements de bennes tous les jours. Et depuis que l'agglo a repris à sa charge les déchetteries, Christophe ne peut que se féliciter de l'évolution de ses conditions de travail. Il faut savoir que c'est la plus ancienne des 4 déchetteries de l'agglo. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu vétuste, elle a vécu. Malgré tout, on a quand même un grand nombre d'usagers qui continuent à venir chez nous. Et en termes de locaux, il y a des travaux qui sont aussi faits dans nos locaux personnels. Et en ce qui concerne la déchetterie, c'est pour améliorer la qualité des déchets qui sont mis dans les bennes parce qu'il y a un recyclage qui est refait derrière. A noter que l'accès aux déchetteries de l'agglo est toujours interdit aux professionnels. Pour y accéder avec un utilitaire en tant que particulier, vous devez justifier d'une autorisation préalable à solliciter auprès du service déchets. Enfin, lors de votre prochain passage en déchetterie, munissez-vous d'un justificatif de domicile. Sur sa présentation, l'agent d'accueil vous remettra votre passe déchets qui vous donnera accès aux 4 déchetteries du territoire. Nous ouvrons à présent la page environnement de ce magazine avec un anniversaire, celui d'Aquaterra. La structure vient en effet de souffler ses 10 premières bougies et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christian Musial, vice-président de l'agglo Hénin-Carvin en charge de l'environnement. Monsieur Musial, bonjour. Bonjour. Il est accompagné de Gaëtan Grimbert, responsable du service et toutes les animations au sein d'Aquaterra. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Messieurs, je me tourne d'abord vers vous, Christian, pour revenir un petit peu sur la genèse de ce projet qui était Aquaterra il y a 10 ans. Quelle était l'ambition de la collectivité au moment de la création ? Alors peut-être revenir sur l'historique du site, parce qu'évidemment il y a Aquaterra, mais Aquaterra s'inscrit dans un projet bien plus vaste qui consistait à reconvertir une friche laissée par l'ancienne coquerie de Drocourt, dont l'activité avait démarré dans les années 30, en 1930, qui s'est éteinte aux environs au début des années 2000. Et donc, une volonté affirmée dès le départ de la CAC, en son portant acquéreur, d'ailleurs, en 2003-2004, de reconvertir le site et d'en faire, on parle de 160 hectares à l'époque, depuis on a un peu réduit la valeur pour différentes raisons, mais de reconvertir le site et d'en faire un véritable poumon vert. Alors, pas seulement pour le secteur, puisque je rappelle que le parc des Îles est à cheval sur les territoires de Drocourt, de Rouvroy et d'Hénin-Beaumont, mais également pour toute la CAC, pour le bassin minier, d'une manière générale. On parle d'archipel vert à ce moment-là pour faire le pendant avec l'archipel noir d'antan. Et donc voilà, d'avoir un vrai projet structurant, un totem, comme on l'appelle parfois, une vitrine aussi, qui fasse parler au-delà des limites de la communauté d'agglo. Alors, on parle de 160 hectares, vous l'avez dit, mais au cœur de ces 160 hectares, il fallait une structure, Aquaterra. Et donc, quelle était l'ambition ?
On est au moment, alors je le rappelle, hein, on est dans les années 2000, il y a une charte d'écologie urbaine qui vient d'être écrite à l'époque et qui affirme aussi cette volonté de répondre à des enjeux de sensibilisation, de pédagogie et donc la nécessité de se doter d'une structure à même d'accueillir du public, de sensibiliser, d'avoir une équipe dédiée sur la pédagogie et les enjeux liés, vous les connaissez aussi bien que moi, hein, mais au bouleversement climatique, la question des déchets, la biodiversité, enfin tous ces aspects-là se voulaient être traités à l'intérieur d'un même lieu avec une équipe dédiée qui aujourd'hui est à 12 agents quand même. Hein. Justement, on se tourne vers Gaëtan. Gaëtan, vous êtes arrivé en quelle année à Aquaterra? Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez senti ce souffle, cette volonté de répondre une bonne parole? Oui, c'est même ce qui a fait que j'ai voulu travailler dans cet endroit. Moi, je suis arrivé tout juste avant l'inauguration, donc en juillet 2013, puisqu'on a inauguré en septembre. Et ce qui était, et ce qui est toujours d'ailleurs motivant, c'est d'avoir une structure vraiment dédiée à l'éducation à l'environnement et d'avoir une volonté derrière de la faire vivre. C'est pas juste une structure qui est là pour dire de dire, c'est une structure qui fait des choses, c'est une structure qui accueille énormément de public, du scolaire. Et éduquer à l'environnement, c'est préparer les changements de demain. Et ça, l'équipe en est consciente et tout le programme pédagogique est conçu autour de ça. Alors pour mener à bien ce programme pédagogique, on y reviendra dans quelques instants, mais combien de personnes avez-vous à vos côtés ? Alors, comme le disait Christian Musial, nous sommes 12 personnes sur le site et il y a une équipe de 4 animateurs qui sont là à temps plein. Et qui sont dédiés à différentes thématiques, la biodiversité comme on disait tout à l'heure. On a une animatrice qui est dédiée à la thématique des déchets et de l'eau. Et on accueille également une personne en apprentissage, parce qu'on a aussi cette volonté de former les générations d'animateurs à venir, qui elle travaille également sur les volets biodiversité. D'accord. Alors une question que je vais poser à tous les deux, 10 ans plus tard, est-ce que vous pensez que ce totem est bien identifié auprès de la population scolaire ou écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Le Parc des Îles, c'est 400 000 visiteurs par an. Aquaterra, c'est 30 000 visiteurs par an. Gaëtan le dirait mieux que moi. Hein. On en parlait à l'instant. C'est un carnet de commandes, si on peut l'appeler comme ça, plein jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et même pendant ces vacances-ci, il y a du public qui pousse la porte d'Aquaterra. Gaëtan, quand le public que tu reçois, est-ce qu'il est... il sait ce que c'est Aquaterra, vous n'avez pas besoin de réexpliquer. On n'a pas besoin de réexpliquer, c'est déjà une structure identifiée, c'est une structure qui bénéficie aussi d'un regard bienveillant de la part de l'équipe éducative et chez les enseignants. Le programme d'animation est considéré par eux-mêmes de qualité. Oui, on a doublé les visiteurs en 10 ans globalement et au niveau des scolaires, on a multiplié par 4. La présence de scolaires à Aquaterra. Donc le succès n'est pas à remettre en cause. Christian Musial, je le disais en introduction, on a fêté récemment les 10 ans de la structure. Quelle thématique avez-vous choisi et pourquoi cette thématique ? On aurait pu en choisir beaucoup, hein. Comme l'a dit Gaëtan, comme vous l'avez dit, aujourd'hui tout est abordé parce que tout est en jeu. Mais il y en avait un qui était clairement identifié au vu du contexte actuel, c'était celui des déchets, puisqu'on sait que les déchets coûtent cher. À l'échelle de la communauté d'Aglo, c'est 20 millions d'euros. Et il était urgent de renforcer ou d'appuyer, là où ça fait mal peut-être, de renforcer la communication de manière à inciter notre population à d'autres comportements, produire moins de déchets, consommer différemment. En tout cas, l'axe qui a été choisi pour fêter les 10 ans à travers le lancement d'une campagne foyer zéro déchet, tout est dans le nom, à peu près, où on incite, on a lancé à cette occasion-là un cycle pédagogique, en quelque sorte, de sensibilisation des familles de la communauté d'Aglo sur ces questions-là. Très bien. Alors, pour rebondir sur cette thématique, nous allons vous expliquer en images ce qu'est la campagne Foyer zéro déchet. C'est un sujet de Sébastien Zanchetta. Preuve qu'une prise de conscience environnementale est en train de s'opérer sur l'Aglo, une trentaine d'habitants s'étaient réunis à Le Forêt pour le premier atelier Foyer zéro déchet. On est déjà assez sensibilisé sur le sujet.
mais ça me paraît important aussi de faire des piqûres de rappel, de garder en vie la réflexion pour que on puisse continuer, parce que ça demande quand même des efforts. L'alimentation, la lutte anti-gaspi et les bonnes pratiques pour mieux consommer et faire ses courses, tels étaient les sujets abordés lors de ce premier atelier. C'est des petites astuces qu'on va donner pour le quotidien. Après, les gens vont les essayer et puis comme ça, petit à petit, on va revoir un petit peu son mode de consommation et puis on échange, on fait des ateliers participatifs, voilà. À travers le programme Foyer Zéro Déchet, 5 ateliers thématiques et gratuits sont proposés dès à présent dans cette commune de l'Aglo. Au fil de ces rendez-vous, les habitants du territoire inscrits dans cette démarche reçoivent, partagent des informations et apprennent à consommer autrement. Une fois à la maison, en appliquant ces bonnes pratiques, chacun peut réaliser des économies substantielles tout en limitant sa production de déchets. Il est urgent d'agir. Alors d'abord sur la production en tant que telle des déchets. On sait qu'on est en général au-dessus des ratios qu'on peut faire valoir au niveau national et au niveau européen. J'en parle même pas. Mais qui renvoie à des notions de coût aussi nécessairement. Et aujourd'hui le déchet coûte très cher. Donc il s'agit de sensibiliser d'abord sur son coût et puis sur d'autres manières de consommer, de produire, de manière à limiter la quantité de ces fameux déchets. Vie quotidienne, loisirs, utilisation des produits chimiques, hygiène et beauté sont les 4 autres rendez-vous programmés dans le cadre de l'opération. Et après ce premier atelier sur l'alimentation, Ludivine et Jean-François Lecomte font le point sur leurs pratiques et envisagent déjà de les faire évoluer. Pour tout ce qui concerne l'eau, par exemple, aujourd'hui on a une carafe filtrante, on n'utilise plus du tout de bouteilles d'eau et on essaye au maximum de ne plus les utiliser. D'autres sujets comme les yaourts qu'on peut faire nous-mêmes, mais ça reste quand même, je pense, insuffisant au niveau de la pratique. Mais il y a encore place à l'amélioration. Alors, si vous aussi souhaitez rejoindre le mouvement en réduisant vos déchets et en réalisant des économies, il est encore temps, car les inscriptions au programme Foyer Zéro Déchet restent ouvertes jusqu'au 21 novembre. De retour sur le plateau d'Aglo et vous avec nos deux invités. Gaëtan, on parlait tout à l'heure du programme pédagogique d'Aquaterra. Quel est le programme des prochaines semaines ? Là, les prochaines semaines, Aquaterra va fermer ses portes pour quelques mois, le temps de tout remettre en ordre pour la rentrée en février. Mais nous continuons les animations avec les scolaires pendant cette période-là. Voilà, donc avec des inscriptions, comme le disait Christian tout à l'heure, qui sont complètes quasiment jusque fin début juillet. D'accord. Quel sera l'accent de la rentrée, par exemple, en février pour 2024 ? Alors sur Aquaterra, on va mettre l'accent sur l'alimentation. Le manger mieux, manger autrement, qui a un lien également avec la consommation, consommer autrement. On est toujours dans la même démarche, bien sûr. D'accord. Donc une grande exposition qui va durer 3 mois. Et ensuite, on partira sur une autre exposition sur plus l'astronomie et les planètes. Très bien, un peu plus dans les étoiles. Une question aussi que je réserve pour tous les deux, mais d'abord à Christian Musial. Le changement climatique est au cœur de toutes les réflexions. La CAC s'est dotée d'un projet de territoire écologique. Par rapport à il y a 10 ans, est-ce que votre ambition pour Aquaterra a-t-elle évolué ? Elle reste la même. Alors je ne veux pas dire qu'on a anticipé ou qu'on était précurseur. Il existait peut-être, sans doute, oui, d'autres structures déjà de ce type, mais elle reste la même. Alors on a la chance d'avoir cet outil-là, avec aujourd'hui des enjeux qui parlent peut-être plus, par contre, à nos populations. On s'en rend compte avec les scolaires, on s'en rend compte avec les particuliers, les associations qui sont demandeuses, où on le voit à travers le reportage-là, qui souhaitent adhérer à ces courants d'idées et donc d'actions. Et donc aujourd'hui, on a effectivement à travers Aquaterra une structure au cœur des enjeux. Vous avez parlé de projet de territoire écologique, oui, on vient de le signer. On a embarqué toutes les communes de la CAC derrière pour qu'elles aussi s'engagent à leur niveau. Alors le dérèglement climatique, c'est tous les jours qu'on le constate. La question de l'efficacité énergétique, du coût de l'énergie, on est en pleine crise énergétique quand même, elle est au cœur des enjeux également. Et il s'agit plus que jamais, plus qu'il y a 10 ans sans doute, de sensibiliser. Mais on ne parle plus de sensibilisation, je pense on l'a passé cette génération-là. Tout le monde est conscient, tout le monde le constate. Avant on disait il n'y a plus de saison, oui effectivement, il n'y a plus de saison. Mais on a parlé du coût des déchets, etc. Et donc tout le monde est conscient. Et maintenant il faut donner les billes pour que chacun agisse. Et là on a la structure qu'il faut. C'est aussi votre sentiment, Gaëtan ? Complètement.
Complètement, et la preuve en est le nouveau catalogue pédagogique qu'on a présenté cette année scolaire aux enseignants. On est passé à 55 animations proposées et on a réellement étoffé les animations sur les problèmes climatiques, sur l'eau. Et ce catalogue a été également créé en suivant bien sûr le référentiel de l'éducation nationale, mais également en suivant le projet de territoire écologique, de manière à aussi pouvoir véhiculer ce discours directement aux populations et aux élèves. Gaëtan, dernière question, si on veut suivre l'actualité d'Aquaterra, où et comment on s'y prend? Alors, nous avons des outils qui sont mis à la disposition sur le site de l'Agglo Hénin-Carvin, où on va pouvoir retrouver la feuille Aquaterra qui, elle, regroupe toutes les animations, disons, grand public. Le catalogue pédagogique au scolaire est également sur ce site, et ainsi que le catalogue pédagogique pour les centres de loisirs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces réponses. Puis à très bientôt pour de nouvelles aventures Aquaterra. Merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons ce magazine avec le développement économique, faire connaître les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire aux entreprises du territoire pour créer entre eux des ponts et des coopérations. Voilà l'enjeu affiché lors du dernier afterwork organisé par l'Agglo Hénin-Carvin. Sujet Sébastien Zanchetta. En créant un garage solidaire à Courrières, l'agglomération Hénin-Carvin a franchi une étape importante dans le développement sur son territoire d'activités liées à l'économie sociale et solidaire. Depuis lors, son soutien aux entreprises de l'ESS ne se dément pas. On a continué à développer l'économie sociale et solidaire à travers un certain nombre d'outils de financement pour accompagner les porteurs de projets. Ça passe notamment par un appel à projet permanent qui vise à accompagner la création d'emplois dans ces entreprises. Et puis également, ça passe par un gros dispositif qui est assez unique en France, qui vise à financer l'immobilier des entreprises de l'ESS pour les ancrer durablement sur notre territoire, les aider à construire de nouveaux bâtiments et à s'installer chez nous. Avec toujours la même volonté d'aider ces entreprises à développer leurs activités, l'Agglo Hénin-Carvin les a réunies à l'occasion de son dernier afterwork afin qu'elles puissent se faire connaître auprès des autres acteurs économiques du territoire. Alors l'objectif justement ce soir, c'est de montrer les possibilités d'interaction à travers des témoignages d'entreprises. Alors on va faire parler notamment une entreprise qui propose des prestations de services autour de l'entretien des locaux en prenant des personnes issues de l'insertion, des personnes éloignées de l'emploi. Il y aura aussi des prestations d'entretien des espaces verts qui seront proposées par des entreprises. Et puis on va aussi parler mécénat de compétences avec la possibilité de salariés des grands groupes de venir dans des entreprises présenter et aider d'autres salariés sur leur métier. L'Association pour un développement durable et solidaire de Montigny-en-Gohelle est une entreprise d'insertion dont l'équipe est composée de 120 salariés, dont 72 équivalents temps plein. Une structure importante, donc toujours à la recherche de nouvelles opportunités. On nous connaît, mais jamais suffisamment, hein, parce qu'on a besoin, évidemment, de présenter ce qu'on fait. L'idée première, c'est comment on peut favoriser la coopération. Sur tout ce qui touche le revêtement sol, par exemple, le carrelage, voilà, donc la maçonnerie aussi, le curage. Hein. Le curage est une étape première et importante dans l'opération de réhabilitation des logements miniers, en fait. Et au terme de sa présentation devant un parterre conséquent de chefs d'entreprise du territoire, Nordine Boukateb aura eu tout le loisir d'enrichir son carnet d'adresses. Du côté de l'Agglo Hénin-Carvin, cet afterwork a été aussi l'occasion de présenter ses nouveaux projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on accompagne un collectif d'acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de la création d'une plateforme de réemploi de matériaux, notamment des matériaux issus des cités minières qui sont en réhabilitation. Et l'idée, c'est de créer cette plateforme pour réutiliser ces matériaux. On a aussi des projets autour du maraîchage biologique avec une association du territoire qui lance là, d'ici la fin de l'année, un projet de maraîchage. Direction à présent Libercourt pour la pose de la première pierre du futur centre culturel de la commune. Il sera situé en plein centre-ville et viendra remplacer l'actuelle bibliothèque Raymond DeVos. L'équipement a l'ambition de devenir un véritable point de repère pour toute la population, comme vous l'explique ce sujet. Ouverte depuis 2006, la bibliothèque Raymond DeVos et ses 100 mètres carrés dédiés aux livres vivent leurs derniers mois. La municipalité a en effet lancé le chantier de son futur centre culturel, place Léon Blum. Réalisé dans l'esprit dit de troisième lieu, cet ensemble regroupera la médiathèque, mais aussi l'école de musique. Située en centre-ville, l'objectif de l'équipement sera de devenir un véritable repère de référence.
Il faut que ce bâtiment, qui est très grand, puisse servir à toutes les catégories de la population libercourtoise. Il est idéalement situé géographiquement, puisqu'il est au centre de la ville. Donc les accès en seront facilités. Si l'espace consacré aux ouvrages passera donc à 1000 m², le lieu accueillera également une ludothèque, car le jeu, sous toutes ses formes, occupera une place prépondérante. Le jeu véhicule un certain nombre de valeurs qu'il est important de travailler. Alors un jeu qui s'articule autour du savoir bien évidemment, et l'idée ce sera de mêler l'ensemble en fait, pour donner envie, que ce soit aussi une première porte d'entrée dans ce centre culturel, pour développer d'autres compétences, d'autres savoirs, d'autres techniques. Lieu d'échange, lieu d'apprentissage, mais aussi de vie sociale, car le centre culturel aura également l'objectif de développer la parentalité, mais aussi d'aider les usagers en recherche d'emploi. Pour mener à bien toutes ces missions, l'équipe va passer de 2 à 7 agents. Je serai responsable d'une équipe de 6 agents temps plein, un responsable de la partie école de musique, qui est déjà en poste, Jérémy Dupont, et puis après toute une équipe au niveau de la partie médiathèque, donc un chargé de la programmation culturelle, un chargé de l'animation, un chargé de la médiation numérique et un chargé d'accueil en fait. Au cours de la pose de première pierre, pluvieuse mais originale, Daniel Massiéjaz a remercié l'État, le département et l'agglo Hénin-Carvin qui lui assurent un financement à hauteur de 65% sur les 6,5 millions d'euros du projet. Nous sommes restés dans des limites tout à fait raisonnables et surtout compatibles avec les possibilités financières de Libercourt. L'inauguration de cet équipement est prévue à l'automne 2024. À Hénin-Beaumont, la salle Léo Lagrange, détruite par un incendie en 2001, a fait place à la salle de l'Abbaye. Un nouvel équipement largement subventionné par l'agglo Hénin-Carvin qui jouxte à présent la piscine municipale d'Hénin-Beaumont. Compte rendu de son inauguration en images. Auparavant, il y avait une salle de sport, la salle Léo Lagrange, et nous avons préféré nous orienter sur une salle qui puisse accueillir bien évidemment la pratique sportive, mais aussi des manifestations le week-end. C'est une mesure qui a été prise de commun accord avec le conseil départemental. Donc cette salle sera une salle de sport, mais aussi une salle de spectacle. Il y a 5 ans, en effet, la salle des fêtes d'Hénin-Beaumont, qui pouvait accueillir 300 personnes, a été détruite. C'est aussi en ayant à l'esprit qu'il fallait la remplacer qu'a été pensé ce nouvel équipement. La salle de l'Abbaye dispose donc d'une jauge maximale de 1000 personnes, 800 en configuration spectacle. Le coût de sa construction s'élève à 5 millions d'euros. 5 millions d'euros qui ont été financés par l'agglomération qui a versé 1 million d'euros, par le département qui a versé 1,5 million, par la région aussi, et également par l'agence du sport et aussi par l'agence de l'eau. Un équipement qui a aussi bénéficié dans sa conception d'attention environnementale et durable. On a essayé de manière à réduire un peu notre facture énergétique, à créer sur la toiture de cet équipement 235 panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter le bâtiment, mais aussi d'alimenter les bâtiments annexes tels que la médiathèque ou encore celui de la police municipale. Il y a également la végétalisation de certaines parcelles sur la toiture et surtout la récupération des eaux de pluie qui nous permettra d'alimenter les toilettes, par exemple. Bon, c'est toutes petites choses qu'il fallait quand même mettre en place dans le cadre de ce changement climatique. Voilà, ce magazine touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe d'ILTV pour la préparation des reportages et la réalisation de l'émission. On se retrouve très bientôt sur ILTV. Retrouvez l'Agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.